Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage pour Ni Vu Ni Connu. Vous le savez sûrement, les campagnes de vaccination sont essentielles dans la lutte contre les maladies. Elles sont extrêmement coûteuses et identifier les personnes à vacciner pourrait être une solution pour diminuer ces coûts. Et l'étude des relations sociales chez les singes pourrait nous aider. Nous sommes ici à l'IPHC et nous allons vous faire rencontrer Cédric Sueur, primatologue, qui va vous en dire plus. Bonjour Cédric Sueur, vous êtes primatologue à l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement vos thématiques de recherche et votre terrain d'étude? Alors moi j'étudie spécifiquement les relations sociales des individus au sein d'un groupe ou d'une population. Et donc j'essaye de comprendre comment sont construites ces relations sociales. Donc en fait, au sein d'un groupe, il y a des avantages et des inconvénients qui créent du coup une sorte de balance. Et on essaye de comprendre comment le réseau social reflète ces différentes balances. Et j'étudie spécifiquement la transmission des maladies chez les primates. Et chez quel type de primates vous étudiez la transmission des maladies? J'étudie plusieurs espèces de primates, mais on a une espèce spécifique qui est le macaque japonais, qu'on étudie du coup au Japon, sur l'île de Koshima et l'île de Yakushima. D'accord. Et comment vivent-ils entre eux les macaques japonais? C'est-à-dire quel est leur groupe sociaux? Combien d'individus y a-t-il dans les groupes sociaux? En fait, ils vivent dans des groupes qui sont à peu près de 40 à 60 individus, multimâles, multifemelles. Donc il y a plusieurs mâles, plusieurs femelles, et une dizaine ou une vingtaine de juvéniles, ça dépend. Il y a des relations sociales qui sont assez strictes chez les macaques japonais. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie qui est très bien installée, et on observe des clans d'individus familiaux. Et vous nous aviez dit que vous étudiez également aussi la transmission des maladies à travers ces relations sociales chez les macaques japonais. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment se déroule exactement cette transmission de maladies? Alors, cette transmission de maladies se déroule surtout quand les individus sont en contact, ou se toilettent, s'agressent. Donc en fait, ça va être vraiment ces relations spécifiques qui vont nous intéresser. Ok. Et de quelle manière vous y prenez pour étudier cette transmission en fait? Alors il y a tout d'abord l'observation. On va regarder le groupe pendant une journée entière et relever l'ensemble des comportements positifs ou agressifs qu'on va observer. Et ensuite on peut réaliser des expériences. Par exemple, il y a l'expérience avec les pseudo-ectoparasites que je réalise avec Julie Dubosc. Et elle découpe dans des petits morceaux de bois qu'elle va enduire de glu coloré qu'elle va déposer ensuite sur les macaques. Et donc en se collant ou soit en se toilettant, les macaques vont se transmettre ces différents ecto-pseudoparasites et qui du coup vont se transmettre d'individu en individu. Ensuite, on relève également les fécès des individus et dans ces fécès, on va mesurer l'intensité des parasites et la richesse spécifique. Donc si j'ai bien compris, plus un animal est parasité, plus un animal qui a une place centrale dans le... C'est ça. C'est les premières données qu'on a pu observer, c'est qu'un individu qui était dominant, normalement, devait avoir plein d'avantages. Étant donné qu'il était dominant, il a plus d'accès aux ressources. Il est plus toiletté. Mais finalement, on observe qu'il est également plus parasité. Du coup, ça veut dire que soit c'est un désavantage d'être dominant, soit il est dominant justement parce qu'il a suffisamment de force pour pouvoir être très bien parasité. D'accord, donc ce sont ces animaux qui ont le plus de chances de transmettre les maladies aux autres. Alors, c'est ceux qui, étant donné qu'ils sont centraux, c'est ceux qui ont le plus de chances de les attraper, d'être parasités, mais c'est également ceux qui vont avoir plus de probabilité de transmettre ces parasites aux autres individus, oui. Et si, par exemple, vos recherches, on les applique pour une population humaine, d'après vous, quels seraient les individus qui doivent être vaccinés en priorité ou qui doivent être surveillés en priorité pour la transmission de maladies? Alors justement, quand on étudie les maladies, ce qui est plus important, c'est les campagnes de prévention ou de vaccination des maladies. Et puis, il y a deux stratégies possibles au niveau de la vaccination. Soit on vaccine les personnes à risque, donc par exemple pour la grippe, ça va être les personnes âgées. Soit on va vacciner les personnes qui vont être le plus aptes à transmettre les maladies, donc les individus centraux. Et chez les humains, ça va être du coup
les enfants dans les écoles, les enseignants, les infirmières, les docteurs, etc. Ceux qui sont vraiment en contact avec le plus de personnes. Et du coup, on essaye d'assez bien faire le lien entre les primates non humains et les humains pour étudier justement comment on peut comprendre comment les maladies se transmettent à travers les réseaux sociaux et du coup, comment on peut essayer d'empêcher cette transmission de maladies. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Cédric Sueur d'avoir répondu à nos questions. Il est donc possible de modéliser des réseaux sociaux pour des communautés humaines restreintes, mais on peut aussi imaginer faire cela pour des communautés plus larges, en cumul d'études sociologiques. A bientôt pour un nouveau reportage Ni vu ni connu.